Bonjour et bienvenue au podcast Viens t'inspirer, animé par les membres du club entrepreneuriat de Sainte-Foy. Nous sommes une quinzaine d'étudiants très motivés et nous accueillons différents entrepreneurs pour nous raconter leur parcours inspirant. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Viens t'inspirer. Je suis Marie-Philippe Benoît, présidente du club entrepreneuriat de Sainte-Foy et notre mission est d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants. Bonjour, je suis Ismaël, je suis associé au comité finance du club. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Serge Beauchemin, ancien dragon depuis 5 saisons, puis maintenant entrepreneur d'Alliance. Donc bienvenue Serge, merci de prendre le temps de participer à notre podcast. Ça fait bien plaisir, je suis bien content d'être là. On est vraiment content de t'avoir parmi toutes tes rencontres Zoom, mais cette fois-ci, ça va être assez plus flyé là, qu'à l'habitude. All right, on va se laisser aller, pas de problème. On aimerait ça que vous nous en dites plus sur vous pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Ben, écoutez, rapidement, entrepreneur, tombé dans la marmite à l'âge de 22 ans. J'ai démarré la première entreprise, donc il y a bientôt, en fait, il y a plus que, mon Dieu, c'est quasiment gênant à dire, mais plus de 34 ans déjà. Alors, je suis rendu à 56. Je suis parti en affaires à 22 avec mon chum d'enfance, André. Tous les deux, pas d'argent. On a mis 40$ pour partir de la business, puis on avait des cartes de crédit pour la financer. Et cette business-là vendait du software, ce qui était un nouveau produit dans le temps. On parle de 87, le software, c'était comme, mettons, la réalité virtuelle aujourd'hui ou la réalité augmentée. C'était trendy, mais c'était pas encore mainstream, là, c'était pas encore étendu partout. Donc, nous, on s'est dit que le software, c'était pour être une commodité importante dans les prochaines années. On voulait être un acteur important dans ce marché-là. Alors, on a parti une boîte qui vendait du software, puis on est devenu une maudite bonne compagnie. On en a vendu pour plusieurs dizaines de millions. On a levé une belle histoire qui s'est résumée 17 ans plus tard, donc à mon 40e anniversaire, ou à peu près 2 semaines plus tard, on vendait l'entreprise. Parce que dans ce temps-là, elle avait à peu près 75 millions de chiffre d'affaires, puis il y avait des employés un peu partout au Canada. On avait des bureaux à Ottawa, Calgary, Toronto, Québec, Montréal, puis Longueuil, le siège social. Alors, c'est à peu près ça l'histoire. Et après ça, ben là, ça fait 16 ans déjà que j'ai vendu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis 16 ans? Bien, principalement, j'ai investi dans des petites entreprises auxquelles j'ai tenté du mieux que je peux de les aider à croître et à grandir. Quelques-unes d'entre elles que vous connaissez sûrement, dont le Strom Spa, donc les spas Strom au Québec. Je suis un des actionnaires des premières heures là-dedans, avec les fondateurs, évidemment. C'est pas moi qui l'ai fondé. J'étais là avec Guillaume et Anne dans les premières armes de l'organisation. Aujourd'hui, c'est 4 spas, 800 employés déployés partout en province avec l'ambition d'en avoir une dizaine. Donc, on travaille fort pour en acheter et en développer d'autres dans les prochaines années. Je suis actionnaire aussi d'une boîte de production Toast. Je suis actionnaire d'une boîte de développement web Parcours 3, d'une boîte qui fait des instruments psychométriques qui s'appelle Ingenio, d'une boîte en technologie, en sécurité qui s'appelle Dévolution. Bref, je suis actionnaire de 9 entreprises privées. Je siège au conseil d'administration du théâtre Jean Duceppe. Je siège au comité d'investissement chez Investissement Québec dans la division capital de risque. Et je siégeais jusqu'à pas très longtemps à l'Association des clubs étudiants entrepreneurs du Québec. Bref, je m'implique beaucoup aussi dans la communauté. Voilà. En tout cas, ton horaire doit être plutôt chargé dans une journée, on n'en dit pas, avec tout ce que tu fais. Oui, je suis aussi à la tête d'un truc qui s'appelle Alias Entrepreneur. En fait, c'est pas vrai, je ne suis plus à la tête, là, c'est mon partner qui est à la tête, là, mais je suis aussi impliqué dans une start-up qui s'appelle Alias Entrepreneur. Et voilà, ça m'occupe pas mal, disons. J'ai pas beaucoup de temps de libre. Oui, je me souviens, je pense que je l'avais vu à un événement de réseautage. Il venait d'avoir un jeune bébé. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. Anthony, sa femme est enceinte d'un deuxième bébé d'ailleurs. Donc, il y a une première petite fille qui s'appelle Nelly, qui a un petit peu plus de 2 ans. Et sa femme est enceinte pour une prochaine fille encore. Donc, une deuxième petite fille qui s'en vient. C'est tellement une belle réalisation. Tant mieux pour lui. C'est la plus grande des réalisations. Je suis moi-même papa de deux grands garçons aujourd'hui, 2 hommes, 26, 28, bientôt 27, 29. Et je suis grand-papa d'une petite fille de 3 mois qui s'appelle Romy. Oh, quel beau nom, Romy. Oui, ça nous rend fiers. Ben, je suis pas rendue là, en toute honnêteté. Tu n'as vraiment pas l'air d'une grand-mère, là. Non, mais j'ai une grand-mère, puis je pense qu'elle est très fière de nous. Ouais, j'ai bien hâte d'avoir des relations avec ma petite fille, puisque vous connaissez la pandémie et les aléas de la pandémie. Alors, je ne l'ai vue qu'une fois à date.
Et c'est tout. Le reste du temps, je l'ai vue sur les réseaux sociaux et en FaceTime et ainsi de suite. Alors, je la connais pas bien, sinon qu'à travers un écran puis des pixels. Mais j'ai bien hâte de pouvoir la prendre dans mes bras puis créer cette relation qui nous caractérise les humains, là, qui est la chaleur humaine, l'énergie, tout ça. Alors, j'ai bien hâte. Mais ça va venir. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Oui, entièrement, mais on comprend que le contact humain, puis ce temps-là, il nous est comme un petit peu enlevé présentement, donc c'est sûr qu'il va y avoir du temps à rattraper avec les futurs moments qui vont s'en venir. En effet. Maintenant, on va passer à la section des questions en rafale. Donc, on a préparé des questions brise-glace pour apprendre à vous connaître davantage. Vous devez répondre en quelques mots à peu près aux questions. Est-ce que ça vous va? Ouais. Parfait. C'était quoi votre premier emploi? Oh mon Dieu, mon premier emploi, 14 ans, je lavais les planchers dans un dépanneur. OK. De façon illégale, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le droit de travailler à 14 ans. Ah! L'âge Est-ce que vous avez minimum. fait d'autres métiers illégaux? Non, j'ai fait ça, je reviens à Ismaël. J'ai fait ça pendant 2 ans, de 14 à 16 ans, en fait. Ça, j'ai lavé des planchers et tout ça. Puis après ça, j'ai travaillé comme flipper de burger chez Wendy's. Puis j'ai travaillé un autre 2 ans et quelques comme cuisinier chez Saint-Hubert Barbecue. OK. Prout, Saint-Hubert. Exact. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? L'humain. Dans le sens Ok. large du terme. Donc, tout ce qui touche l'humain, son histoire anthropologique, son histoire démographique, politique, sociologique, son histoire vibratoire, son énergie, tout ce qui touche l'humain. C'est quelque chose qui vous fascine? Ah ouais, depuis que j'ai ton âge et même un peu avant. Alors, un cours que je tripais au cégep, entre autres, moi, c'était philosophie. J'ai toujours aimé l'entendement humain. Alors, j'ai toujours aimé les relations humaines, ce qui anime les gens, ce qui leur donne le goût de vivre, ce qui distingue l'être humain de la bête, ce qui distingue l'être humain de la plante, des insectes. Bref, j'aime les humains et j'aime tenter de les comprendre. Puisque plus je les comprends, plus je me comprends, ben, plus je connais ma place et mon rôle sur la planète. Très bien dit. C'est quoi la première chose que vous remarquez lorsque vous rencontrez quelqu'un? Je dirais son énergie. Vous savez, la conscience est capable d'enregistrer, là, il y a différentes études là-dessus, là, mais la conscience est capable d'enregistrer à peu près 7-8 informations en même temps. C'est-à-dire, là, de façon consciente, là, on peut. Alors que l'inconscient fait une tonne d'activités en même temps, une tonne, des centaines d'activités. Là. On n'a qu'à penser à ce qui s'occupe au niveau de la régie interne du corps, plus tous les gestes automatiques qu'on fait et tout ça. Alors, quand je rencontre quelqu'un, il y a un bout de mon conscient qui l'observe, évidemment, mais il y a un grand bout de mon inconscient qui l'analyse, et on appelle ça souvent l'intuition. Et moi, ben, ce grand bout-là, je donne beaucoup d'espace de jugement quand je rencontre quelqu'un. Donc, je me fie à cette première impression qui est dictée par mon intuition, donc ce cerveau ou cette analyse qui est faite inconsciente de comment il me regarde, de comment il parle, de comment il bouge, de comment il s'exprime, du choix des mots, de la vitesse, de l'énergie. On appelle ça souvent de l'énergie. Ben moi, ce bout-là, là, je donne une grande importance quand je rencontre quelqu'un. Alors, rapidement, en quelques instants, tout le monde, on est capable de savoir, cette personne-là, j'ai-tu des atomes crochus, j'en ai-tu pas? On peut même mettre là-dedans que l'odorat va sentir, les phéromones. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imagine consciemment rencontrer quelqu'un. Et j'ai appris ça il y a bien des années. Alors aujourd'hui, je donne une grande place à première impression, ce premier feeling sur une personne. Et évidemment, je garde toujours mon esprit ouvert, que j'ai pu me tromper, que j'ai pu tirer des mauvaises conclusions. Je donne toujours le bénéfice du doute. Mais honnêtement, je dirais 9,5 fois sur 10, l'intuition ne se trompe pas sur le jugement d'une personne. Merci pour la réponse. C'est quoi votre fête préférée au courant de l'année? À part la mienne, je dirais la fête préférée. Je suis pas très festif tant que ça, mais je serais porté à dire Noël. Noël, bon, pour évidemment nos racines religieuses québécoises, a une connotation particulière, mais j'enlève la religion parce que je suis pas moi-même pas pratiquant, donc je suis athéiste. Alors je dirais plutôt que Noël demeure, malgré ses connotations religieuses. La fête que je préfère, c'est la fête des enfants, c'est la fête de la famille, c'est une période où on se rejoint, la famille immédiate, mais aussi la famille étendue, donc souvent les sœurs, les frères,
les enfants, les grands-parents, les parents. Et moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie, c'est la famille. Alors, donc, la fête de la famille, ben, celle qui est la plus proche de cette fête-là au Québec, c'est définitivement la fête de Noël. Aux États, ils pourraient probablement dire, eux autres, la Thanksgiving. Mais ici, la Thanksgiving, c'est pas aussi fort. L'Action de grâce, c'est pas aussi fort que la fête de Noël en termes de réunion familiale. Forcé de dire Noël. Ah, tellement. Mais sur une note similaire assez, c'est quoi votre tradition familiale préférée? Ma tradition familiale préférée, je dirais, puis là, elle s'est estompée à cause de la pandémie, je dirais, c'est les conversations et les échanges, les confrontations d'idées avec mes deux gars, moi, puis ben, ma conjointe. En fait, c'est une vieille tradition qu'on a depuis très longtemps. Les soupers du dimanche soir, on les étirait. Donc, on se faisait une bonne bouffe, puis après ça, on étirait le souper, puis on s'obstinait sur à peu près n'importe quoi. Et les beaux chemins sont obstineux. Alors, j'aime ça. Ça, c'est une tradition qui n'est peut-être pas ancrée dans la formalité, mais je dirais qu'en période normale, donc pas pandémique, on se voit souvent, toute la gang, autour d'un repas, à placoter, puis à s'obstiner, puis des fois à des bonnes prises de bec sur des opinions différentes. J'adore ça. C'est quoi vous écoutez normalement? Quel serait votre style de musique préféré? Évidemment, mon âge va être trahi par mes choix musicaux, mais je dirais que j'écoute, parce que je suis très près de mes fils, là, ils m'ont beaucoup influencé sur les choix de musique. Donc, forcément, quand mes gars ont eu leur trip de skate, j'ai écouté de la musique de skate aussi, puis je trouvais qu'il y avait de la très bonne musique. Là. Je ne me rappelle pas tellement des groupes, malheureusement, mais si vous me les redonniez, puis je vous les redonnerai vite. Le Sum 41, qui en est un de la gang que j'ai beaucoup aimé. Mais ce que j'aime vraiment, c'est la musique que j'écoutais quand j'étais petit cul. Donc, quand j'avais 14 ans, 15 ans, cette musique-là ben, résonne encore en moi, les mêmes émotions, la même vibration. Donc, je pense à Chris de Burgh, je pense à Supertramp, je pense à Styx, je pense à Francis Cabrel chez les Français, les francophones, je pense à U2, évidemment, aux Beatles. Donc, à tous des vieux classiques que vous autres vous dites, oh my God, c'est la musique de grand-père. Mais je suis un grand-père, j'ai 56 ans. Donc, forcément, cette musique-là, pour moi, c'est une musique qui me fait vibrer encore puis qui me transpose les mêmes émotions que jadis me alimentaient mes rêveries d'adolescent. Alors, ces tunes-là, ça grave, ça marque. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup aussi, honnêtement, j'aime beaucoup la musique contemporaine. Donc, tu sais, par exemple, j'aime beaucoup Billie Eilish. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est bien commercial. Big deal, I like her. J'ai aimé Lady Gaga. J'ai aimé des artistes pop. J'aime la musique pop en général, donc tout ce qui est populaire, là, les One Hit Wonders, là, tous ces gens qui ont fait des hits de fou l'été, tous les dispatchos de ce monde qui roulent pendant 3 mois et qu'on entend 25 fois par jour. Je les ai tous aimés, mais je les écoute plus. Alors, je ne peux pas dire que c'est ce que j'écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de m'acheter une paire d'écouteurs d'ailleurs pour retrouver le plaisir d'écouter de la musique comme j'aime sans déranger personne dans la maison. Et c'est ainsi que j'ai un buzz sur Supertramp. Alors voilà. Ah, bien. C'est des longues réponses, hein? Je suis posé faire ça vite, là, mais je vous réponds ça très longuement. C'est totalement correct. On a amplement du temps. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui? Ah, mon Dieu, notre petite chienne, on a un petit chien qu'on vient d'adopter il y a 3 semaines, une petite fille de 3 ans qui est une race une nouvelle race. C'est un Beware, donc ça s'écrit Beaver, excusez. Ça s'écrit B-I-E-V-E-R, si vous voulez aller voir ce que ça a l'air. Elle a fait 3 livres et quart, 3 livres et demi. Donc, elle est toute petite, elle est minuscule. Elle a 3 ans. Elle est adorable. Elle souffre d'anxiété sévère, je dirais. Donc, on va tenter avec beaucoup d'amour et de présence d'amoindrir ce mal chez elle pour que ça deviine une chienne bien normale, curieuse et confiante. Mais pour l'instant, elle a peur d'à peu près tout dans la maison. Alors, elle est toujours collée au talon de ma chérie et de moi-même. Alors, puis elle est adorable, elle a trop de poils. Fait qu'on y a mis un Lulu sur la tête, là, que j'appelle une fontaine. Alors, une fontaine sur la tête, elle a les yeux émerveillés, elle est pleine d'énergie. Elle me fait beaucoup rire juste par sa façon de se déplacer, tout ça. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait rire. Puis l'autre chose qui doit me faire rire aussi, que je dois vous partager, parce que le rire, c'est quelque chose de très important dans ma petite famille, dans mon couple principalement. Ma chérie et moi, on a une habitude qui est vieille de beaucoup de temps, où on ne peut pas se lever le matin sans avoir ri. Alors, donc, on doit se faire rire et je suis devenu le clown en chef, le clown par excellence de ma conjointe
où avec les années, j'ai accumulé toutes sortes de niaiseries que je ne peux pas répéter parce qu'elle ne voudrait pas que je répète ça. Mais toutes sortes de niaiseries, vraiment des niaiseries, là, des choses ridicules, mais qui la font rire aux larmes. Et moi, honnêtement, l'entendre rire, c'est toute de la musique. Pour moi, c'est de la musique de bonheur. Quelqu'un qui rit, ça ne peut pas être quelqu'un qui est malheureux. Alors, quand j'entends rire ma chérie le matin, ben, j'ai dit mission accomplie, notre journée part bien. Elle s'est mise à rire un matin, puis moi, ben, j'ai ri évidemment de l'entendre rire, puis on part notre journée comme ça, en riant. Tous les jours et depuis belle lurette qu'on fait ça. Alors, tous les jours, on commence notre journée en riant. Est-ce qu'en primaire, on pourrait avoir une niaiserie que vous avez fait, mais qui se dit là, au podcast? Elle ne sera pas contente, mais je vais vous le dire pareil. Je fais des sessions de apiculture. OK? Donc, de la apipuncture, excusez-moi, de la apipuncture. Évidemment, vous devinez que. Je ne sais même plus c'est quoi le vrai mot là, du truc poncture. Là, dit. L'acupuncture. L'acupuncture, ben voilà. Alors, ben moi, ce n'est pas de l'acupuncture. J'ai appelé ça du happy puncture. H-A-P-P-I, H-A-P-P-Y puncture. Okay. Là, ma blonde, elle vient de m'entendre. Really? Tu es en train de dire ça? J'ai fait un texto passé. Really? Alors, donc, oui, je fais des sessions de happy puncture et ça, ben, évidemment, c'est une niaiserie. Et je fais semblant de faire une pression dans le front, sur une épaule, sur le nez ou quelque part. Puis là, ben, c'est toujours une approche très scientifique. Là. Bougez pas, madame, je dois trouver le point précis qui va vous faire rire. Puis là, ben, je touche l'épaule, puis elle part à rire. Elle dit, t'es niaiseux, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est pas grave. Cette niaiserie-là, qui est devenue toute une histoire, que je ne fais pas la mise en scène, c'est très humiliant. Mais c'est une histoire aujourd'hui qui la fait beaucoup rire. Et je te vois rire déjà. Alors, tu devines qu'en couple, quand tu trouves tes niaiseries, ton univers, ben, ça ne s'explique pas dehors de cet univers-là, mais c'est très drôle. C'est une excellente tradition que je vais essayer de mettre dans mon quotidien, autant de faire rire les membres de ma famille avec qui j'habite. Je pense que ça peut être vraiment dynamique. Puis tu vois, c'est relativement facile. Ça commence par une niaiserie. Puis cette niaiserie-là, ben, elle va donner naissance à d'autres niaiseries. Puis là, ben, tu les accumules. Fait qu'à un moment donné, tu te ramasses avec un assortiment de, je sais pas, 25-30 routines de niaiseries qui font que c'est pas toujours la même. Des fois, j'en sors une autre, puis là, oups, elle part à rire, pas celle-là, puis tu vas pas faire celle-là. J'ai juste à dire le mot, puis elle rit déjà, parce qu'elle sait ce qui s'en vient. Alors, voilà. C'est très important pour nous de rire. Et je peux me dire, si on part la journée en riant, ça va être difficile de me faire changer d'attitude. Fait que nous, le matin, on sort du lit, puis on est déjà crampé. Ça part bien. La prochaine question, quel serait votre mets préféré? Je suis diabétique, alors je vous dirais tout ce qui est plein de sucre sont mes mets préférés. Mais évidemment, c'est ce que je ne mange pas. Hein. Dans la vie, on est toujours en train de triper sur ce qu'on n'a pas. Alors, donc, les desserts, particulièrement le caramel de qualité, les chocolats noirs, la combinaison des deux ensemble, c'est le nirvana. Mais comme je ne peux pas en manger souvent, ben, je vous dirais que mon deuxième choix de mets préféré, c'est probablement la fondue fromage. Donc, la fondue fromage, c'est quelque chose que j'adore. Et parmi les desserts préférés, c'est la crème glacée au caramel ou la crème glacée à l'érable, celle de Quaticook avec les gros chunks de tir à l'érable dedans. Elle est hallucinante. Alors, voilà. Je suis gourmand un petit peu. Ah, c'est correct. Est-ce que vous direz que vous aurez plus là-dedans sucré que salé? Ah oui, big time. Très, 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 très plus sucré que salé. Malheureusement, être diabétique, on dirait que c'est comme tourner le couteau dans la plaie. Ouais. Ah ouais, je peux vous en parler. Je pourrais vous en parler pendant des heures, comment je souffre tous les jours. C'est un combat de tous les jours. De tous les jours. Parce que les gens oublient, mais le diabète, puis j'en ferai pas un grand exposé, mais évidemment, c'est le sucre qu'on voit en premier, mais la réalité, le problème du diabète, c'est pas le sucre, c'est les glucides. Donc, c'est toute forme de glucides. La plus fréquente et la plus répandue dans notre alimentation, définitivement le sucre raffiné, mais tout ce qui est céréales, tout ce qui est grains, c'est également des glucides. Tout ce qui est racines, comme les féculents, c'est également des glucides. Donc, ça veut dire que dans mon cas, c'est pas de pain, pas de pâtes, pas de patates, pas de riz, pas de dessert. Donc, pas de pain. Hein, je ne sais pas si tu es capable d'imaginer. Là. Pas de pain, pas de pâtes, pas de patates, pas de riz. Ça t'enlève un méchant paquet de trucs qui sont le fun à manger. Là. Alors, voilà. J'ai tout ce problème dans ma vie. Est-ce que vous êtes diabétique depuis que vous êtes tout jeune ou c'est arrivé plus tard avec les années? C'est arrivé plus tard avec les années. Il y a 2 formes de diabète. Je pourrais vous donner une bonne formation sur le diabète si vous voulez. Mais je vais faire ça vite. OK? Il y a diabète type 1, type 2.
Type 1, c'est le diabète qui est principalement causé par un problème de pancréas. Donc, le pancréas ne fait pas sa job de générer de l'insuline dans le système. Du coup, vous n'êtes plus capable de régulariser votre glycémie dans le sang. Et là, vous avez trop de sucre dans le sang. Bref, plein de complications. Généralement, le diabète de type 1 est diagnostiqué chez les juvéniles, donc chez les jeunes enfants. Et il y a une autre forme de diabète de type 1 qu'on voit apparaître de plus en plus maintenant depuis les dernières décennies chez les personnes d'une cinquantaine d'années ou autour de 45 ans et plus. On va appeler ça le LADA, Late Autoimmune Diabetes in Adulthood. Donc, c'est une forme de diabète qui se déclare de façon auto-immune, pareil comme chez les jeunes, mais beaucoup plus tard dans la vie d'adulte, donc 45 ans et plus. Moi, c'est de cette forme-là que je suis atteint. Donc, mon diabète est principalement causé par des facultés pancréatiques qui ont diminué. Le pancréas marche moins bien. Ça, c'est 10 des diabétiques que vous allez rencontrer. 90 des diabétiques que vous allez rencontrer sont de diabète de type 2. Ça aussi, c'est une anomalie du système, mais qui est principalement causée par une résistance à l'insuline de la part des cellules du corps humain. Alors, on explique pour l'instant de façon, je dirais, scientifique. Les différentes écoles, ils vont dire que le diabète de type 2 est causé par des symptômes auto-immunes, donc des conditions naturelles qu'on ne sait pas exactement pourquoi, mais qui seraient exacerbées, mon Dieu, pas le bon terme, là, mais qui seraient, dirons, chatouillées, agressées par une hygiène alimentaire favorisant un excès de glucides. Et donc, si vous avez tendance à manger beaucoup, beaucoup de glucides, puis que vous n'avez pas une bonne fonction pancréatique, pas un bon équilibre entre le pancréas et le foie, c'est que vous êtes en train de demander à votre machine 100% du temps de rouler à 120-130% de ses capacités. Alors, forcément, à un moment donné, ça se pourrait qu'il y ait de quoi qui pète quelque part. Et le quoi qui pète quelque part, ça pourrait être cet équilibre entre le foie et le pancréas qui va causer le diabète de type 2, ou peut-être ça pourrait être carrément une déficience du système métabolique qui fait que vous allez avoir des problèmes à métaboliser le sucre dans le sang. Et là, vous allez ramasser dans le sang avec deux phénomènes, trop de sucre puis trop d'insuline. Parce que là, les cellules ne veulent pas prendre l'insuline non plus, mais le corps, lui, en produit parce qu'il voit du sucre. Alors là, vous avez de l'insuline et du sucre dans le sang en même temps. Les cellules ne veulent pas le prendre. Le cerveau, qui voit trop de sucre, pompe encore plus d'insuline. Alors, c'est une roue infernale. Et les deux ensemble sont extrêmement inflammatoires pour les tissus nerveux, pour les tissus sanguins. Alors, c'est une source de problèmes qu'on connaît tous, là, l'amputation des membres par blocage des vaisseaux sanguins, problèmes de système nerveux, cécité, tout ce qui est capillaire nerveux finit par pas bien fonctionner, s'encrasser. Donc, on perd la vue, on a des problèmes de mémoire, des problèmes érectiles chez les hommes, beaucoup, beaucoup de problèmes associés au diabète de type 2. Et 30% de la population nord-américaine est affectée par une forme de diabète 1 ou 2. En fait, le calcul, 90% de 30, c'est à peu près 27% des gens qui souffrent de diabète 2, de type 2 en Amérique du Nord. C'est énorme. C'est le mal. Eh bien, c'est incroyable quand on a beaucoup à apprendre par rapport à ça. Puis, faire attention aussi à notre santé. Mais merci du topo. Maintenant, je vais me coucher moins niaiseuse ce soir avec plus de connaissances sur le diabète 1 et 2. Si je pouvais vous dire un seul conseil à cet égard, tentez d'éliminer le plus possible les glucides de votre alimentation. C'est une folie que de croire qu'on puisse manger 400-500 grammes de glucides par jour. Faites le calcul, là, 500 grammes de glucides, là, c'est beaucoup de sucre. Vous mettez ça là, dans une tasse à mesurer, là, 500 grammes de glucides. Là. Pensez que vous mangez cet équivalent-là facilement dans une alimentation dite normale à tous les jours. Vous ferez le calcul là, de la quantité de glucides qu'il y a dans le pain blanc que vous mangez, ou même le pain brun, c'est la même chose, dans les pâtes alimentaires, dans les desserts qui vont accompagner tout ça, dans le pain blanc qui va accompagner votre souper du soir, dans le vin, dans la boisson gazeuse, la bière, les chips. Vous allez voir, vous allez capoter votre vie. Vous allez manger facilement 400 grammes de glucides, si ce n'est pas plus par jour. Moi, j'en mange à peu près entre 25 et 75. Mais comment vous faites pour enlever le pain blanc? C'est quoi? C'est quoi que vous déjeunez, là? C'est quoi que vous remplacez? Ben là, je déjeune d'un pain bien spécial, qui est un pain pour, on appelle surtout l'alimentation keto ou cétogène. Ouais. Cette alimentation-là, à la base, est excellente pour les gens qui veulent prendre soin de leur alimentation. Elle est basée sur une absence presque complète de glucides. Ouais. Alors, eux, ils disent, c'est une théorie qui dit que le système est capable de s'alimenter avec une autre source d'énergie qui, au lieu d'être les sucres, ce sont les gras, les bons gras. Ouais. Je n'entrerai pas dans le détail, mais donc, comme cette alimentation-là est relativement populaire, il existe des recettes de pain keto.
Alors, au lieu d'être fait avec du grain normal, c'est fait avec des composantes, je dirais, très riches en fibres et en protéines et très faibles en glucides. Par exemple, ma tranche de pain que je prends, qui est un pain de farine de lin, de grains de lin, avec des coquilles en tout cas, peu importe, là, la recette, là, je ne la fais pas, mais ce pain-là a 6 grammes de glucides, dont 5 grammes de fibres. Les fibres sont des bons glucides. Il ne faut pas manger comme une quantité industrielle, mais ce sont des bons glucides. Donc, moi, techniquement, ma tranche de toast le matin, c'est 1 gramme de glucides nets et c'est 6 grammes de protéines dans chaque tranche de pain. Alors, mon petit déjeuner du matin, c'est 12 grammes de protéines en pain puis 2 grammes de glucides nets, ce qui est je te fais le défi, tu regarderas ta tranche de pain à soir, je suis convaincu qu'elle doit être au moins 12 grammes de glucides par tranche. Fait que toi, tu manges 24 grammes, juste tes 2 tranches de pain. Moi, j'en mange 2. Puis ça, c'était juste 2 tranches. Si tu rajoutes là-dessus du Nutella, c'est une catastrophe. Si tu rajoutes une banane, c'est une catastrophe. Je ne mange pas de fruits, par exemple. OK. Je ne mange plus de fruits. Là. Moi, des bananes, je ne mange plus ça. Des pommes, des raisins, des oranges, je ne mange plus ça. C'est que des glucides. Alors, les fruits de nos jours sont extrêmement sucrés. Alors, je mange à l'occasion une pomme ou à l'occasion une banane, là, mais une fois par mois. Alors qu'avant, je déjeunais systématiquement tous les matins avec 2 toasts de pain brun. Je pensais que c'était bien bon. 2 toasts de pain brun, du Nutella, ma petite gâterie, puis une banane. Tu m'as-tu imaginé la quantité de glucides qui rentrait dans le corps? Et ça, c'était mon premier repas du matin. Alors, tout ça, c'est du passé pour moi maintenant. J'ai 2 toasts, beurre d'arachide nature, avec un petit café au lait, puis that's it. Ça change la vie un peu, mais je suis certaine que c'est délicieux. Je vais me mettre au défi de trouver ton pain là, qui est super plein de fibres, là, puis je vais essayer ça. Je vais te dire où tu peux le trouver. Tu peux le trouver sur The Grocery, de lowcarbgrocery.com. C'est une épicerie en ligne qui vend que les produits keto. Okay. Lowcarbgrocery.com sur Internet. Ils sont basés en Ontario, si mon souvenir est bon, et dans l'Ouest canadien. Le pain s'appelle de Deluxe Flax Bread. Deluxe Flax Seed Bread. OK, je vais me le noter. Coûte 9 piastres le pain ou la fois de même. OK. En tout cas, Deluxe. Deluxe. Ouais, c'est sûr, mais... Baker's Deluxe. Baker's Deluxe Flax Bread. OK, parfait. On va essayer ça. Autre question. On change de sujet complètement. Ouais. C'est quoi la première chose que vous ayez achetée avec votre première paye? Oh my God, c'est loin, ça. Ouais. Moi, je suis un gadgetomane, donc ça devait être un truc électronique à l'époque. Écoute, ma première paye, honnêtement, je pense que, puis plus j'y pense, plus je vais le trouver clairement à part de ça. Parce que j'ai commencé à travailler à 14 ans et je gagnais 2 piastres de l'heure à l'époque. Le salaire minimum était 3 piastres et quelque chose. Et pour différentes raisons, l'employeur me foutu dehors et je me suis plaint à la commission des normes du travail, puis j'ai récolté la piastre et 40 qui me manquait de l'heure parce que je trouvais qu'il m'avait injustement congédié. Et donc, et je me rappelle très bien ce que je me suis acheté avec ce 800 piastres-là que ça m'avait donné, une caméra Minolta SRT 101. Et ça a été ma première caméra que j'ai possédée très longtemps. Je suis un tripeux de photographie depuis l'âge de 14 ans. Alors, c'était mon premier cadeau, ma première bébelle que je me suis vraiment payée avec mon argent. C'était une caméra, une Minolta SRT 101, qui étrangement, une petite anecdote rapide, si jamais il l'entend, il s'appelle Steve Trottier. C'était un jeune qui livrait la presse chez moi alors que j'avais peut-être 25 ans. Et ce jeune-là, je le trouvais très sympathique, très respectueux, puis il venait collecter sa presse une fois par semaine. Je lui donnais toujours un pourboire. Puis un matin ou un après-midi plutôt, il vient m'annoncer qu'il ne passera plus la presse. Il s'en va voyager en Asie, apprendre le kung-fu en Chine, puis au Japon, puis tout ça. Fait que je dis, oh my God, c'est incroyable. Puis il était tout jeune, une vingtaine d'années. Je dis, as-tu un appareil photo pour... Non, j'ai pas d'argent pour ça et tout ça. Puis je dis, attends-moi une seconde. Et je suis allé dans le sous-sol, j'ai ramassé mon kit SRT 101, mes lentilles, mon flash et tout ça. J'ai mis ça dans un sac photo et j'ai donné. J'ai dit, tiens, prends ça avec toi, puis je te le donne. Va faire des photos avec ça. Ramène des beaux souvenirs de ton voyage. C'est un moment important de ta vie, profite-en. Ben, c'est drôle, je te raconte ça. Ça doit faire 40 ans. On est encore chum sur Facebook. Évidemment, quand il est revenu de son voyage, il est venu me montrer ses photos, m'envoyer une carte postale de là-bas qu'il avait pris avec l'appareil que je lui avais offert. Et on est toujours en contact aujourd'hui. Puis cette relation-là vient d'un Kodak que je lui ai donné là, quand il m'avait annoncé qu'il partait à l'autre bout du monde.
Voilà. Alors, première bébelle avec ma paye, c'était une caméra. Puis vous devinez qu'il y a des caméras, ben là, je pourrais vous en montrer, mais j'en ai plein. J'ai 4 boîtiers de caméras présentement là, que je possède. Là. Puis, ils font toutes la même affaire. C'est juste pas tout à fait pareil. Là. Je suis un Fujiste maintenant, alors je tripe sur les caméras Fujifilm parce que je suis un tripeux de photos. Puis les Fujifilm ont une fonction à l'intérieur qui s'appelle Film Simulation et ça nous permet d'avoir des reproductions in camera de vieux films ou de pellicules qu'on pouvait acheter à l'époque. Alors pour moi, c'est facile de faire des photos. C'est comme des filtres qu'il y aurait dans la caméra. Donc, des filtres Instagram, mais que tu aurais direct dans ta caméra, dont les filtres reproduisent les feelings de vieilles pellicules. Alors, pour moi, c'est trippant de faire de la photo avec ces appareils-là. OK. Mon Dieu, OK, j'avais oublié que c'était à mon tour, la conversation. Je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Il n'y a aucun souci. Donc, la prochaine question, c'était quoi votre passe-temps, ou en fait, en ce moment, c'est quoi votre passe-temps favori? Devine. La photo? La photographie. Et voilà, la photographie. Alors, si vous voulez voir ce que je fais, vous irez voir Serge Beauchemin sur Instagram. C'est évidemment une belle vitrine pour poster mes photos. Et j'en fais tout le temps. J'ai toujours mon appareil avec moi. Évidemment, à cette heure, on se promène tout avec des iPhones. J'ai acheté l'iPhone 12 Pro Max pour les fonctions de caméra qu'il y avait dedans. Je n'avais pas besoin d'un nouveau téléphone. J'ai jamais besoin de vraiment un nouveau téléphone puisque je trouve que ça... C'est pas vrai que ça change à tous les années, au point de changer de téléphone à toutes les années, même aux 2 ans, même aux 3 ans, à mon avis. Mais change assez souvent parce qu'à chaque année, il améliore les trucs photographiquement parlant. Puis pour moi, mon téléphone, c'est aussi un appareil photo. Donc, je traîne ça partout. Je fais de la photo tous les jours. Je poste presque une photo à tous les jours sur Instagram. J'ai des appareils partout dans la maison. Donc, quand il y a des oiseaux, j'ai une 600 mm sur un boîtier qui est dans le salon, que je peux shooter des oiseaux. J'habite sur le bord de l'eau. Alors, je suis toujours prête pour une photo d'oiseau, toujours prête pour une photo de mon chien ou quelque chose qui se passe quelque part. Quand je pars en marche, j'ai toujours ma caméra avec moi. Et une fois par année, je pars en voyage. Et ça fait depuis une dizaine d'années, je fais ça avec un de mes chums. On part tous les deux, tout seuls ensemble. C'est un très peu de photos lui aussi. Et on se fait un voyage photo. Donc, depuis une dizaine d'années, on a fait des voyages comme... on est allé à Paris ensemble une semaine, on est allé à New York, on est allé en Islande, on est allé à Burning Man. Je ne sais pas si vous connaissez le Burning Man, mais vous irez fouiller sur Google. On est allé passer une semaine au Burning Man. Et à chaque fois, c'est juste tous les deux et la photographie de 4 heures le matin à 10 heures le soir, parce qu'on se lève toujours avant le soleil pour les photos du Golden Hour du matin. Puis on finit toujours ça le soir avec le Blue Hour, puis des photos, des night shots. Donc tous les jours, on fait de la photo comme des fous. Mon plus beau voyage de photo, je pense, ça reste et demeurera longtemps, le Burning Man, puis la Havane. On est allé passer une semaine à la Havane aussi, puis c'était une semaine extraordinaire, photographiquement parlant. Et vous allez trouver des photos de la Havane, d'ailleurs, sur Instagram. Oh, moi, je te suis, Serge, sur Instagram, et j'ai un faible. Je sais que tu habites proche de l'eau parce que tu mets souvent des photos avec des oiseaux, mais moi, j'ai un faible pour les couchers de soleil. Les couchers de soleil, là. Les levées, couchers, je trouve que c'est magnifique. J'en mets quelques-uns aussi, effectivement. Ouais. Je suis privilégié, c'est vraiment spectaculaire ici. Particulièrement l'hiver, le soleil se lève beaucoup plus au sud de l'hiver. Donc, j'ai le soleil presque d'en face à tous les matins. Alors, on se réveille avec la lumière du soleil ici à la maison. Alors, c'est magnifique. Totalement. Sur une autre note, complètement, on change de sujet. C'est quoi votre citation préférée? Ah, mon Dieu. J'en ai plusieurs. Une que je trouve particulièrement puissante. C'est pas tant une citation, ça va vous faire, ça va être encore un reflet de ma jeunesse. J'ai grandi dans un milieu familial difficile où le beau-père, donc le deuxième mari de ma mère, était violent et alcoolique. Et ma mère et lui ont fait beaucoup de réunions dans les meetings des alcooliques anonymes, des AA. Et les AA avaient une prière qui appelait la prière des AA. Et évidemment, ma mère et mon beau-père l'ont récité, était écrite partout sur les murs à la maison. Il y avait des posters qui mettaient un peu partout pour s'en rappeler. Mais j'ai toujours beaucoup aimé cette prière-là, même si, bon, elle prie Dieu, là, et ça, c'est pas vraiment mon domaine. Mais malgré le fait qu'elle prie Dieu, ce qu'elle invoque comme mantra, je trouve ça extrêmement riche d'apprentissage. Alors, si vous me permettez, j'ai tenté de la réciter de mots, mais c'était mon Dieu. Bon, éviter le mon Dieu, ça pourrait être n'importe quoi, univers, mes grands-parents, invoquez qui vous voulez, là, c'est pas important. Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la force d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse d'en connaître la différence.
Et moi, je trouve qu'encore aujourd'hui, cette prière-là ou ce mantra-là, je le trouve extrêmement sage parce que ça prend du courage pour changer les choses qu'on sait qui doivent changer autour. Et c'est pas toujours facile de faire preuve de courage dans des situations où on trouve qu'il y a une injustice, où on trouve quelque chose qui devrait être changé. Puis ça exige du courage, ça exige de la force, de la persévérance. Alors, de se rappeler qu'on a besoin de trouver ce courage en soi pour changer les choses, je trouve que c'est un beau mantra. Ensuite, l'autre, c'est la force d'accepter celle qu'on ne peut changer. Ça aussi, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qu'on ne peut pas changer puis qu'il faut accepter. Par exemple, la pandémie, par exemple, certaines décisions que le gouvernement a prises. Je n'ai pas le temps de monopoliser, puis je n'ai pas l'énergie et envie de monopoliser toute ma population pour changer un règlement temporaire qui va disparaître dès que la pandémie va être partie. Alors, c'est un combat que je n'ai pas envie de mener pour des raisons très rationnelles. Alors, j'aime mieux avoir la force d'accepter des trucs que je ne peux pas vraiment changer que de m'embarquer dans des combats inutiles. Alors, la dernière partie de la question ou du mantra, c'est « Donnez-moi la sagesse de connaître la différence ». Bien, c'est ça, je trouve, qui fait la beauté de la sagesse, c'est d'être capable de distinguer quand est-ce qu'il faut se battre et quand est-ce qu'il faut accepter. Et de connaître la différence, c'est bien parce que parfois, il y a des gens qui acceptent des choses qui sont inacceptables et qui devraient se battre. Puis d'autres fois, il y a des gens qui se battent pour des choses qui ne valent pas le combat ni l'énergie. Alors, d'être capable d'avoir cette... C'est une prière que, comme je dis, qui est arrivée dans ma vie par un concours de circonstances non souhaitables et que je ne souhaite à personne. Donc, je ne le souhaitais pas pour moi, mais le cadeau de cette période de ma vie m'a enrichi d'un mantra qu'encore aujourd'hui, je trouve, je me répète souvent, Serge, concentre-toi sur ce que tu peux changer. Le reste, accepte, c'est comme ça, puis c'est tout. T'sais. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est ça arrive. Ben, ça arrive. Je ne peux pas tout contrôler, alors ça arrive. C'est comme ça, puis c'est tout, on pense à autre chose. T'sais. Alors, d'être capable d'accepter l'inacceptable parfois, ben, ça prend de la force. Voilà. C'est très bien dit. C'est quoi votre rêve quand vous étiez petit? Votre rêve d'enfance? Être acteur. Alors, mon grand rêve quand j'étais jeune, c'est d'être acteur. J'étais prédestiné selon tous mes amis d'école et même mes profs de théâtre. J'aurais dû être acteur. J'ai un milieu de famille, je le disais tantôt, très complexe et pauvre. Alors, une autre chose qui était importante pour moi, c'était de ne pas vivre dans la pauvreté puis d'avoir une certaine autonomie financière pour ma famille, moi puis ma mère aussi. Je voulais certainement aider à contribuer à offrir à ma mère une meilleure qualité de vie. Alors, dès que j'ai appris que le métier d'acteur était un métier qui était grandement ou très éthiquement, si le mot existe, payé pour une très... En fait, les acteurs, il y en a peu qui font de l'argent, c'est ça que je veux dire. Et quand j'ai appris ça, puis que j'ai appris que la grande majorité ne faisait pas beaucoup d'argent, ben, je me suis dit, ça ne sera pas pour moi tout de suite. C'est trop important pour moi de faire de l'argent, m'assurer que ma mère manque de rien, que j'ai une bonne base pour ma famille, mes enfants, qu'on ne vive pas comme j'ai vécu. Alors, pour moi, c'est important de choisir une carrière qui était pour m'offrir une certaine possibilité de gagner une autonomie financière. Donc, un jour, à ne plus dépendre d'argent. Puis, je m'étais toujours dit, ça va arriver pour ma 40e année. Donc, à 40 ans, je vais être autonome financièrement. Et là, je ferai du théâtre. Et là, je deviendrai acteur. Et la vie a bien fait les choses. Comme par hasard, j'ai vendu une entreprise à 40 ans et 2 semaines. Et je suis devenu indépendant de fortune à ce moment-là. Et je me suis mis à donner des conférences à ce moment-là de façon beaucoup plus active. Et j'ai dû donner quelques centaines de conférences un peu partout au Québec, jusqu'en Europe, au Centre Bell. J'ai donc fait des planches. Et à chaque fois que je me retrouve à donner une conférence, ce petit gars de 14 ans à moi qui dit « Hey, my God, je suis sur des planches en train de faire mon spectacle. » Alors, vous savez, des fois, il faut croire en ses rêves, puis ils se matérialisent peut-être pas toujours comme on le souhaite, mais si on y croit vraiment, puis que c'est vraiment là en soi, ben, la vie conspire à vous l'offrir. Ça, c'est une autre belle citation de mon ami j'aimerais, auteur Paulo Coelho, dans un livre qui s'appelle L'Alchimiste, un livre qui m'a bouleversé aussi. Tellement. Mais je pense que aussi ton rêve d'acteur a pu peut-être se traduire par le fait que vous avez été dragon à l'Aide du Dragon. Donc, c'est une autre opportunité qui s'est offerte à vous grâce aux accomplissements. Comme par magie. Hein? Puis quand on m'a offert les dragons, ouais, mais j'ai pas travaillé pour devenir dragon. Alors, j'ai travaillé pour être un entrepreneur respecté, un entrepreneur qui avait du succès, un entrepreneur qui
qui avait des valeurs. Puis ça, ben, ça a mené un jour à quelqu'un qui a pensé à moi pour une candidature au Dragon. Puis évidemment, ben, dans ma petite tête de petit cul de 14 ans qui dit « Oh my God, je pourrais être à la télé », ben, forcément, c'est devenu une raison d'accepter, parmi les autres raisons, mais celle d'être à la télé puis de vivre à ma façon l'espace télévisuel. Ben, c'était pour moi un accomplissement d'un bout de rêve que j'avais en moi depuis longtemps. Tellement. Puis, si vous pouviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Ah, mon Dieu. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait probablement celui... j'en ai tellement là, qui me passe par la tête. Ce serait probablement celui d'apprendre instantanément n'importe quoi. Non, on a perdu Ismaël. Il va se brancher. Ce serait probablement celui d'apprendre ce que je veux ou n'importe quelle connaissance instantanément. Puis même qu'idéalement, ce serait un pouvoir que je pourrais partager autour. Donc, là, si je pouvais toucher quelqu'un puis lui transmettre la connaissance qu'il veut, puis indirectement me toucher moi puis me transmettre la connaissance que je veux, je trouve que c'est le plus beau pouvoir parce qu'en fait, la grande majorité des problèmes sur la planète seraient réglés si la population avait davantage d'éducation et de connaissances. Alors, ce qui cause beaucoup de problèmes, c'est souvent le manque de compréhension et le manque d'éducation, le manque de connaissances appuyées par autre chose que la peur et que les candidatons et que les légendes et ainsi de suite. Alors, bref, je pense que le savoir et les connaissances, c'est la façon que détient l'être humain pour se distinguer des animaux, puis élever sa race et sa conscience à des niveaux supérieurs. Donc, définitivement, le super pouvoir pour moi, c'est la connaissance, celui de la connaissance. Totalement. Ben maintenant, on est rendu à la section des questions plus profondes. Donc, on veut en connaître davantage sur Serge Beauchemin. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? C'est une bonne question. Je dirais que c'est complexe, ça, comme question, parce que c'est très philosophique. Tu sais, ça varie dans le temps. Ça se perd aussi. Des fois, tu ne sais plus vraiment pourquoi, parce que tu cours dans ta journée, dans ta vie, à gauche et à droite. Puis, des fois, tu perds le sens. Moi, j'appelle ça le sens d'existence, quasiment, là, tu sais, pourquoi tu es là. Puis, quand je perds ça, puis c'est ça, je cherchais dans mon téléphone, je me suis créé une liste, parce que c'est une question qui m'est revenue souvent, ça. Pourquoi j'existe? Tu sais, pourquoi Serge existe? Pourquoi l'humain existe ultimement? Pourquoi on est différent de la plante, de l'animal, du papillon qui semble ne pas se poser de questions, là, qui passe ses journées à manger, à faire des bébés ou à chercher une femelle ou un mâle pour faire des bébés, s'assurer que la progéniture est bien, faire ça 2-3 fois ou 2-3 fois dans 2-3 cycles dans sa vie, puis mourir. Soit comme repas pour quelqu'un d'autre ou mourir de faim ou d'une intempérie quelconque. Bref, quand je regarde le monde vivant autour, animal, végétal et tout ça, je me dis, il me semble que c'est assez meaningless. Tu sais, là, ça se tient, cette affaire-là. Mais il me semble que le lion ne se pose pas trop de questions à quoi il sert. Puis il me semble que ça fait pas mal de centaines d'années, voire des milliers d'années qu'il fait la même affaire. Tu sais, le crocodile, là, qui a je ne sais pas combien de milliers d'années sur sa planète là, comme existence, cette bête-là, là, elle fait la même affaire qu'elle faisait il y a 8000 ans. Là, elle n'a pas tellement évolué. Là, elle mange des petits poissons, puis elle fait des petits bébés, pond des œufs, puis recommence, puis that's it. Alors que l'humain, on est en quête. La première chose qui nous distingue, c'est la quête de notre existence. On a besoin de savoir pourquoi on est là. Donc, du coup, on a besoin d'une direction. Parce que dès que tu poses la question pourquoi tu es là, les premières questions, il y a 5000 ans ou 10 000 ans peut-être, on a répondu que c'était un être suprême qui nous a amenés ici. Alors, on s'est trouvé des explications dans les religions, dans Dieu, on a inventé toutes sortes de patentes pour donner la réponse à la question pourquoi on existe. Alors, donc, la question est fondamentale. Pourquoi on existe? Bien, moi, je me la pose encore. Puis comme ce n'est pas Dieu qui est la réponse, il faut que je trouve une raison à Serge Beauchemin et pourquoi il est sur la Terre. Alors, j'ai trouvé cette raison en disant que comme la plante, comme la fleur, comme l'arbre, comme le papillon, comme le lion, eux n'ont pas à se poser cette question-là. Ils ont accepté ce qu'ils sont, puis ils ont accepté leur nature. Donc, le lion ne se pose pas de questions, il vit jusqu'à sa mort comme un lion. Bien, Serge, c'est pas un lion. Serge, c'est un être humain. Puis l'être humain, dans la particularité qui nous anime, on a un sens. On se donne un sens. T'sais.
Et on a des personnalités différentes, des talents différents, des attributs différents. Alors, je me suis dit, ben moi, ma job, c'est donc d'être la meilleure version de moi, hein, sans nécessairement avoir besoin de la comparer aux versions des autres, puisque eux autres aussi ont hérité d'une version qu'ils n'ont techniquement pas vraiment choisie, du moins pas consciemment. Donc, tes attributs, à Ismaël, à toi, c'est des attributs qui sont les tiens. Hein. Tu es un gars, tu es une fille, tu n'as pas choisi ça. Là. Il y a des théories qui disent oui, tu as choisi ça avant, là, mais restons dans le concret. Là. Alors, tu as des attributs physiques avec lesquels tu es né, comme moi, puis pour lesquels tu ne peux pas vraiment changer. Moi, je fais 5 et 5,5, là, ben, je ne peux pas mesurer 6,5. Il faut que je vive avec ce que j'ai comme attribut physique, ce que j'ai comme attribut intellectuel, ce que j'ai comme rêve, comme ambition, comme talent, comme projet, et que j'accepte ma nature et que je sois et j'offre à l'univers la meilleure version de moi. J'ai écrit ça dans un petit mantra et je vais vous le partager. C'est « Je n'ai pas à être le plus grand, ni le plus fort, ni le plus riche. Je n'ai qu'à être moi-même et à faire la différence que je peux faire autour de moi, ici et maintenant, avec tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas. Chacun son rôle, tel est le mien. » Alors, c'est un mantra que j'ai composé un jour de dépresse, de déprime, où je cherchais le sens de ma vie sur la planète. Puis je trouvais absurde de me lever tous les jours, travailler tous les jours, ramasser de l'argent pour essayer de le mettre dans un compte de banque pour un jour en avoir tellement de plus savoir quoi faire avec, puis mourir puis la donner à mes enfants, qu'eux autres n'auront pas à se travailler puis à se lever le matin pour le faire, ils vont avoir juste à la dépenser, ce qui devient un peu absurde parce que quand tu y penses, tu hérites de beaucoup d'argent puis tu ne l'as pas gagné, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens une machine à consommer, tu consommes de façon irresponsable et irrespectueuse, tu achètes sans compter, tu voyages sans regarder, tu dépenses comme un singe et donc cet argent que tu as accumulé, que tu as reçu, ben, il sert à rien d'autre que de faire tourner une boucle de la consommation. Quand tu y penses, c'est pas très noble tout ça. Alors quand tu t'arrêtes et tu dis « Shit, ma vie, ça va être ça. Ma vie, c'est de ramasser le maximum de cash dans ma vie pour en dépenser le maximum, pour en consommer le maximum, puis en laisser pour que mes enfants puissent continuer de consommer le maximum. » Il me semble que ça doit servir à autre chose, ça n'a pas de bon sens. Alors, ma vie à moi, elle ne sert pas à ça. Ça vient avec. Comme mon nez, mes yeux, mon travail, c'est une conséquence de ma vie. Et mon existence, ça sert à améliorer les conditions de vie autour de moi pour les générations futures, en me disant qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. T'sais. Ce quelque chose-là, c'est comme la cellule de ma peau sur mon corps. Ben, chaque cellule elle a un rôle sur un organisme beaucoup plus grand qu'elle, puis elle n'en a même pas conscience. La cellule n'a pas conscience qu'elle donne vie à tout cet être vivant que je suis. Mais sa job, c'est d'être la meilleure cellule. Parce que si elle ne fait pas sa job comme du monde, bien, l'organisme au complet va en souffrir et peut-être même en mourir. C'est un peu le même phénomène. Ismaël, ta job, c'est d'être Ismaël. Pas d'être Serge ou d'être quelqu'un d'autre. D'être toi. Alors toi, tes rêves, tes ambitions, ça t'appartient. Puis ta job, c'est de faire ça du mieux que tu peux. En espérant que ce mieux-là soit la meilleure version de ta réalité physique dans cet espace-temps, dans cet univers. Parce que c'est ça ta job. Parce que tu ne sais pas, mais tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Ben, tu sais sûrement, qu'est la vie. La vie sur Terre, on est une composante de cet univers-là. Et on a chacun un rôle, comme le pissenlit a un rôle à jouer, le maringouin a un rôle à jouer, ben, tu as un rôle à jouer aussi. Puis le maringouin, il ne se pose pas trop de questions, il fait bzz, bzz, puis il pique. Il y a vraiment une partie de toi qui ne devrait pas avoir trop de questions, qui devrait se dire, sais-tu quoi? C'est ma nature. Ma job, c'est d'exprimer cette nature-là du mieux que je peux, dans le respect des autres autour, évidemment, puis dans le respect de leurs propres différences. Alors, si tu comprends ça, tu pars déjà avec un sentiment plus clair de ton sens dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas le trouver facilement. C'est quoi ta nature? Mais écoute-toi, regarde-toi. Ça devrait t'apparaître assez évident après quelques heures, quelques semaines, quelques années d'observation. On t'a perdu, Ismaël, puis là, t'es revenu, mais Ouais. vas-y, je te laisse la parole. Désolé, merci de votre patience. Donc, pour finir en beauté, Serge, donc j'aurais peut-être une dernière question. Imaginez que vous avez accompli tout ce que vous auriez pu accomplir sur Terre, puis dans les futures années, que ce soit dans les 20, 30 ou 40 prochaines années, peu importe que ça va arriver, mais vous devez apporter tous vos projets avec vous, vos travaux, vos écrits, puis tout va être parti. Puis vous devez laisser seulement trois leçons aux gens qui vont retiendre de vous. Donc, personne ne va pouvoir accéder à vos écrits, à vos travaux, vraiment rien. Puis ça va être vraiment les seules choses que vous auriez pu donner aux personnes. Je vais sonner très religieux encore. C'est drôle, hein? Ça fait 3 fois que je fais des commentaires en prévenant mon public et votre public que je suis pas
religieux et je suis athée et je n'ai pas de foi. Mais je suis forcé d'admettre que dans certains écrits, puis malheureusement, je n'ai eu qu'une seule version d'écrit que j'ai étudiée vraiment, qui était la religion catholique. Donc, mais il y a une phrase que je trouve extraordinairement puissante qui a été répétée par ce prophète-là qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui évidemment aime ton prochain. Donc, pour moi, je dirais, l'une des grandes leçons de la vie, c'est de savoir que l'amour est la plus grande force qui habite l'homme et de le reconnaître, ça nous aiderait pas mal à avoir une meilleure coexistence ensemble. Donc aimer l'autre tel qu'il est, aimer l'autre, aimer soi d'abord, s'aimer soi, c'est déjà probablement la plus grande déficience que nos jeunes ont, je trouve, c'est qu'on ne cultive pas assez chez eux l'amour de soi et ce manque d'amour-là véritable se traduit en besoin excessif d'attention, hein, parce qu'on ne s'aime pas, donc on veut que les autres nous aiment. Alors, et on comble ce manque d'amour pour soi justement par des excès, des excès de tout genre. Là, je n'irai pas là dans le jugement. Là, mais... Donc, l'amour, première leçon, l'amour, là, c'est la force la plus grande à cultiver, l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Je dirais la deuxième leçon, c'est jamais cesser d'apprendre. Je le disais tantôt, le plus grand pouvoir, c'est l'apprendre, les connaissances. Alors, jamais cesser d'apprendre. À 15 ans, à 25 ans, à 55 ans, je continue à lire encore. Je lis 12 livres par année. C'est un target que j'ai avec moi depuis 20 ans. Alors, lire, c'est important pour moi. Puis la lecture, c'est une façon d'apprendre qui est typiquement humaine, qui remonte à 10 000 ans, hein, puisqu'on a appris à écrire il y a à peu près 10 000 ans. Et c'est l'écriture qui a fait que l'évolution humaine a été possible, puisqu'avant ça, c'était 1 ou 2 générations, 3 maximum, qu'on pouvait transmettre les connaissances. Maintenant, c'est des infinies générations. Si on retrouve des écrits de 5 000 ans, on peut apprendre il y a 5 000 ans ce qui s'est passé. On le fait d'ailleurs avec les hiéroglyphes égyptiens, par exemple. Donc, bref, l'écriture, c'est typiquement humain. Donc, apprendre par l'écriture, définitivement, c'est une des grandes leçons que je donne. Donc, l'amour, n'a jamais cessé d'apprendre et toujours se rappeler que la vie, c'est d'abord d'améliorer les choses autour. Donc, la vie, c'est d'abord la conscience qu'on est plus grand que notre propre dimension. Donc, ce que je vous disais tantôt, alors si les gens étaient conscients que la vie sur Terre, c'est plus grand que leur propre nombril, bien, ils vont arrêter de leur regarder le nombril, puis ils vont regarder autour qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses. Et cette conscience de sa propre limite temporelle et la conscience que l'être humain et la vie va durer plus longtemps te donne une grande responsabilité face à la vie. Parce que tu te dis, mon Dieu, moi, je suis le résultat de toutes les générations d'humains avant moi, hein, parce que tu sais que dans tes cellules, tu as toute l'humanité entière ou à peu près qui a vécu avant toi, que tu transportes dans ta propre existence, et tes actions et tes gestes dans ta vie, dans ton espace-temps, qui est aujourd'hui 85 ans en moyenne, dans ton espace-temps aujourd'hui, c'est court sur les milliards d'années que la planète va continuer de tourner. Donc, toi, tu as juste 85 ans pour faire quelque chose, une contribution pour que cette espèce qui est l'humanité et que la vie tout entière puisse continuer de porter ton héritage. Donc, tu as une grande responsabilité quand tu en prends conscience de tout l'univers, de toute cette vie qui est sur Terre. Et du coup, ben, si tu en avais grandement conscience, tu arrêterais de dépenser comme un con, tu arrêterais de consommer comme un con, tu arrêterais de jeter, polluer, tu ferais attention aux autres autour, tu respecterais les différences et les autres le feraient aussi pour toi. Fait que du coup, si toi, tu penses au bien-être des autres et que les autres pensent à ta propre bien-être, ça devient des relations symbiotiques, des relations où 2 êtres vivants s'entraident l'un et l'autre pour être des meilleures versions d'elles-mêmes. Alors, cette conscience plus grande que ton nombril serait la 3e leçon que je donnerais à mes enfants et à mes héritiers si je devais quitter. Donc, l'amour, l'apprentissage et la conscience que la vie, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de tout ce qui est autour. Je pense que c'est très, très, très bien répondu, avec beaucoup d'humilité. Merci Serge de nous avoir partagé de ton temps. Tu as un parcours très inspirant. On est vraiment honorés de t'avoir eu sur le podcast. Ça va me faire plaisir de te revoir dans un jour. On va pouvoir refaire des événements et tu vas probablement revenir
au colloque pour donner une de tes conférences en tant qu'acteur devant la scène. Ça me fera plaisir, ça me fera plaisir. J'avais dit à Pierre que je serais là pour 10 ans quand je l'ai rencontré en 2013. Donc, techniquement, il me reste encore quelques années à montrer la face au colloque des étudiants, donc l'Association des clubs étudiants entrepreneurs du Québec. Je vais être encore là dès qu'il y aura un prochain colloque en présentiel. Assurément que je vais aller passer le week-end avec les jeunes. C'est pour moi une grande source d'énergie également, puis d'inspiration. Et donc, je vais là aussi par égoïsme, pour me nourrir aussi, puis évidemment par engagement personnel de redonner dans notre jeunesse. Alors, ça me fera plaisir d'être encore là, puis j'espère bien vous y voir tous les deux. Mais merci pour cette occasion aussi d'avoir parlé, puis vous m'enverrez le lien de cette entrevue, je la partagerai dans mes réseaux, alors qui sait, ça vous fera peut-être un petit peu plus d'exposure sur vos activités. Puis félicitations aussi pour présenter une belle image de notre jeunesse. Puis rappelez-vous que vous êtes l'avenir de notre société, l'avenir du Québec, mais l'avenir aussi de nos valeurs ici, celles que l'on porte au Québec. Tous les jeunes, vous les portez. Alors, rappelez-vous-en quand vous allez prendre des décisions politiques plus tard, quand vous allez faire des choix de carrière, quand vous allez faire des choix en consommant. Rappelez-vous que vous défendez aussi toutes ces valeurs qui nous animent ici au Québec et au Canada, là, mais ces valeurs qui nous qui nous sommes comme peuple et comme société. Entièrement, Serge. Merci énormément pour ton temps. On te souhaite une super belle soirée. On espère que tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, pour relaxer. Puis on se voit dans un prochain épisode pour vous inspirer. Merci. Bye bye. Merci. Merci.